Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, comment choisir son couteau de survie? Vous verrez qu'il y a énormément de paramètres. Pour les débutants, c'est pas toujours facile. Je suis là pour vous aider. Donc aujourd'hui, après cette séance, vous saurez quel couteau de survie choisir. Vous verrez qu'il y en a un maximum. C'est parti. Alors voilà, couteau de survie aujourd'hui. Donc avant de commencer, je voulais juste faire une petite rectification. J'ai déjà eu des feedbacks intéressants sur mes autres vidéos qui me disaient que 3 timbres par vidéo c'était trop long. Donc à partir de maintenant, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai décidé de faire un timbre par vidéo et on fera 3 vidéos avec à chaque fois un timbre survie, un timbre poids du corps et un timbre art de vie et médecine. Il y a d'abord une petite comparaison à faire. Souvent on confond bushcraft et survie. Le point le plus important pour moi, la différenciation des deux, c'est que le bushcraft, vous avez décidé d'aller en forêt, vous avez préparé votre petit sac avec votre petit thé, vos allumettes, etc. La survie, vous n'avez pas choisi. D'accord? Donc, en bushcraft, vous rentrez chez vous le soir ou 2 jours après ou une semaine après. En survie, on ne sait pas quand on rentre. Et au niveau du choix du couteau, c'est ça qui va être primordial. Alors, la première qualité pour un couteau de survie, c'est quoi? C'est déjà une lame fixe au niveau de la solidité. Et alors, il faut savoir que le couteau de survie doit être polyvalent. Il doit pouvoir servir au combat. Il doit pouvoir servir à la chasse, il doit pouvoir servir pour le bâtonnage. Ça doit vraiment être un outil polyvalent. Ça, c'est la chose la plus importante. Et au niveau de la solidité de la lame, il doit pouvoir résister à une utilisation très rude et dans tous les milieux. Alors la lame du couteau sera toujours fixe pour plus de solidité. Elle aura une forme de type drop point. On verra ultérieurement dans une autre vidéo les lames et les types de lames au niveau de la forme. Elle sera pleine soie, c'est-à-dire que la partie métallique continue dans le manche. On appelle ça également full tank. La lame se continue dans le manche. La lame mesurera entre 10 et 20 cm maximum, avec une épaisseur de lame sur le dos de la lame de 5 mm. La partie supérieure sera plate pour pouvoir être frappée avec une bûche lors du bâtonnage. Il y aura également un angle droit au niveau du dessus de la lame pour y frotter un fire steel en office de grattoir. La lame sera soit lisse, soit dentelée en partie, semi-serrated. Alors pourquoi dentelée? Pour scier plus facilement du bois ou pour couper plus facilement des textiles ou des cordes. Pour certains couteaux, il y aura une place pour l'index. Donc on mettra l'index au niveau du bas de la lame pour les coupes de précision. Pour certains types de couteaux, il y aura un jimping sur la lame pour un meilleur contrôle avec le pouce. Le jimping est donc des petits créneaux sur le dessus de la lame pour pouvoir mieux contrôler le couteau avec le pouce. Alors la lame d'un couteau de survie sera avant tout fixe pour plus de solidité. En survie, il y a énormément d'aciers différents, il y a énormément de structures d'acier différentes. Mais j'ai retenu pour vous 3 types d'acier principaux. Nous avons d'abord l'acier au carbone. Alors le carbone caractérise la dureté de la lame. D'accord? Le couteau est très résistant, voire indestructible. Le tranchant est néanmoins moins net, mais plus facile à aiguiser. Il ne résiste pas à la corrosion ni à l'eau salée, et c'est pourquoi ils sont souvent vendus, ces couteaux de survie, avec un revêtement tactique noir, anti-reflet et anti-corrosion. L'acier carbone le plus utilisé est le 1095C. Le deuxième type d'acier est un acier qui est résistant à la corrosion. Alors résistant à la corrosion, ça veut dire avec addition de chrome. S'il y a plus de 13% de chrome dans l'acier, il sera considéré comme inoxydable. Alors évidemment, il résiste mieux à l'eau et aux intempéries, mais il est plus dur à aiguiser. Les aciers résistants à la corrosion les plus utilisés sont le VG10, le COS, le 12C27 ou l'AUS 8. Le troisième type d'acier est un acier dit à outils. C'est un alliage d'acier dur utilisé dans les outils de coupe. Nous avons par exemple le Schleppner ou le D2. Quand vous achetez un couteau de survie, dans les caractéristiques du couteau, il y a toujours un indice HRC. L'indice HRC, c'est un indice suite à un test qu'on appelle le test de Rockwell. C'est un procédé qui consiste à enfoncer avec une lourde machine une bille d'acier dans la lame du couteau pour mesurer la dureté d'un métal.
Si vous voulez une qualité correcte, il faut commencer à partir de 54 HRC. Si vous voulez une bonne lame dure indestructible, prenez plutôt des couteaux entre 58 et 60 HRC. Passons maintenant aux manches. Les qualités d'un bon manche pour un couteau de survie sont une bonne prise en main, une bonne ergonomie du manche. Bien sûr, celui-ci doit être antidérapant, solide et stable aux conditions climatiques. Alors pour vous, au niveau du manche, j'ai retenu 3 matériaux de référence. Nous avons d'abord le micarta. Le micarta est un composite de résine et de toile de lin très résistant et avec un bon grip, même mouillé, qui résiste aux variations de température et qui ne nécessite aucun entretien. C'est vraiment l'alliage de référence pour les manches de couteaux de survie. Le deuxième alliage est le G10. Le G10 est un composite de résine artificielle et de fibres de verre trempées, comprimées et durcies par cuisson. Il est également souvent utilisé au niveau de la survie. Le troisième matériau de référence est le caoutchouc. Le caoutchouc présente énormément de qualités, dont un excellent grip, mais la petite chose négative, c'est qu'il est moins résistant à la chaleur. Surtout pas de manche en bois, le bois reste un matériau naturel qui peut se modifier, se fissurer avec le temps et les conditions climatiques. Au niveau de l'étui du couteau de survie, il y a 4 étuis, 4 matières différentes d'étui souvent utilisées en survie. Le premier, c'est le cuir. Alors le cuir, c'est beau, c'est silencieux, c'est assez flexible au niveau des mouvements. Par contre, je ne vous le conseille pas en survie, car on doit l'entretenir. Le deuxième matériau utilisé pour l'étui des couteaux de survie est le plastique. Alors il y a différents types de plastique brevetés, comme le Zytel, le Securex de Cold Steel, etc. L'avantage de ceux-ci, c'est qu'on peut les laver à l'eau. Par contre, au niveau de la rétention du couteau, la rétention n'est pas toujours terrible et on a des petits bruits, des petits clics au niveau du couteau quand il bouge. Alors évidemment, c'est un inconvénient quand on est dans des zones hostiles ou de chasse et qu'il faut faire silence. Au niveau de la matière plastique, l'étui est assez rude pour le tranchant du couteau, donc faites attention. Au niveau textile, nous avons les étuis en Cordura ou en Gore-Tex brevetés. Ce sont des étuis en nylon avec souvent des inserts en plastique à l'intérieur. Souvent sont compatibles molles, donc on peut les accrocher au sac, on peut les accrocher au gilet pare-balles, on peut les accrocher aux gaines de cuisse. Et présentent également souvent des trous pour un lacet pour le port à la cuisse. Souvent ils sont 100% imperméables, ils sont assez légers, donc malgré le fait que la rétention n'est pas exceptionnelle non plus, ce sont des bons étuis pour la survie. Alors la dernière matière qui est la plus intéressante à mes yeux en survie, c'est le Kydex. Alors le Kydex est très solide. Le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'il est assez cher. Mais le Kydex, c'est quoi? C'est un thermoplastique qui a été réalisé sur mesure, avec de nombreux œillets en général de fixation pour visser des clips Tech-Lock. Donc les clips Tech-Lock, c'est des fixations rapides à la ceinture, souvent aussi en plastique ou en composite, ou également pour y accrocher des systèmes molles. Donc le Kydex est très résistant et très utilisé en survie, et pour moi c'est un matériau très intéressant. Donc si je devais résumer les qualités d'un bon étui, je dirais qu'il faut une bonne rétention, c'est-à-dire que le couteau ne doit pas faire de bruit dans l'étui. On peut l'avoir avec un port horizontal à la ceinture ou vertical, en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, discrète ou non discrète. Il doit être souvent compatible molle ou Tech-Lock. Et on doit pouvoir retirer le couteau à une main. Effectivement, si on est blessé, on doit pouvoir le retirer facilement de la main gauche ou de la main droite. Il doit également y avoir un passant pour ceinture en métal. Pourquoi? Parce que on peut faire une fixation au pantalon ou à la ceinture très rapide. Et c'est assez pratique. Voilà, donc ça, c'est les qualités d'un bon étui. Alors, les plus au niveau du couteau de survie sont par exemple l'emplacement prévu pour une dragonne. Alors le couteau peut également contenir au niveau du cul du couteau, de l'assise, un casse-vitre ou un marteau. Donc le couteau peut également contenir au niveau du manche 2 trous pour faire une lance ou un harpon. 2 trous de fixation avec de la paracorde au bout d'un bois. Alors il peut également y avoir une pierre à feu intégrée à l'étui du couteau ou un aiguiseur, soit un aiguiseur sous forme de pierre à aiguiser en diamant, soit un aiguiseur ciseau.
Il y a également des couteaux avec des trous dans le manche pour réaliser le feu à l'archet. On appelle ça un bow drill Divo. Voilà, ça c'est des plus non négligeables au niveau des couteaux de survie. Au niveau des marques de référence, bien sûr, il y a énormément de marques, il y a énormément de qualités. Dans ce que moi j'utilise et qui ne m'a jamais déçu, en fonction des types de couteaux, bien sûr, vous avez la marque Gerber, la marque Easy, vous avez également la marque Kabar et Becker, la marque Ontario, la marque Folkniven, la marque Cold Steel et bien sûr la marque Mora Knife qui font d'excellents couteaux. Voilà, on arrive au bout de cet épisode, donc j'espère que je vous aurai aidé pour choisir votre futur couteau de survie. Alors ici j'ai 2 mastodontes, pour frimer c'est génial, en survie ça sert à rien. Au bout de 10 minutes vous allez avoir mal au poignet, vous allez avoir mal au bras. Donc pensez aussi à la longueur et au poids. Parfois il vaut mieux un couteau un peu plus petit, beaucoup plus polyvalent, que vous pouvez utiliser toute la journée, plutôt que ces outils de frimeur qui sont cool quand on est entre amis, mais qui une fois seul dans la forêt vous fatiguent pour rien. Donc voilà, réfléchissez bien, prenez en compte tous les paramètres dont je vous ai parlé et c'est parti.